radiologue interventionnel, à la base, c'est un radiologue diagnostique, c'est celui qui va pouvoir faire des scanners, des IRM, des échographies, et il va faire une année de plus à l'internat, donc aujourd'hui c'est un internat de 6 ans, pour se spécialiser en radiologie interventionnelle. Et en fait, on travaille avec tout le monde. On a beaucoup d'intervenants à l'hôpital, toutes les spécialités, on travaille beaucoup en oncologie. Donc on sait vraiment tout faire, on est un petit peu le couteau suisse de l'hôpital, et notamment dans les îles où on est un peu isolé, on peut même compenser l'absence d'autres spécialités, par exemple en gastro, quand il y a des problèmes sur les cancers du pancréas, on peut faire des drainages biliaires parce qu'il n'y a pas le gastro-entérologue qui fait des CPRE, etc. Et donc la radiologie interventionnelle, elle a plusieurs manières de travailler. Soit on devient une alternative à la chirurgie, et ça je vais en parler. Par exemple pour les petits cancers, on peut faire l'ablathermie des tumeurs, donc brûler les tumeurs dans le foie, dans d'autres organes. On peut aider le chirurgien, on peut faire des embolisations, des traitements avant la chirurgie, ce qui permet de préparer les organes, préparer les patients pour que la chirurgie et surtout le post-op se passe bien. Et parfois on peut même offrir des traitements quand rien n'est possible. Et par exemple, pour l'oncologie, les tumeurs desmoïdes, qui sont des tumeurs qui envahissent beaucoup les organes adjacents, on s'est rendu compte que la chirurgie c'était une mauvaise option parce que la tumeur récidive sur les cicatrices et ça devient un peu une catastrophe, alors que la cryothérapie c'est un excellent traitement avec zéro cicatrice. Donc comment ça se passe? En fait, on va utiliser une modalité de l'imagerie pour faire des gestes à l'intérieur du corps. Donc, on peut utiliser l'échographie, le scanner, les salles d'angiographie. On peut même travailler parfois pendant l'intervention du chirurgien. Et dans certains centres spécialisés, il peut même travailler sous IRM ou sous TEP scanner. Donc comment ça se passe? En fait, sur l'image de gauche, c'est notre salle d'angiographie. Donc on positionne les patients sur cette table et en fait la machine verticale là va envoyer des rayons X et ça donne la petite vidéo à côté. Donc ça permet de voir par exemple l'intérieur des vaisseaux, les artères, les veines, etc. et de comprendre les malformations qu'il y a. Et cette machine, elle permet aussi de faire des scanners un peu basse qualité. Elle peut tourner très vite autour du patient et ça permet de faire des scanners, d'avoir une image très très précise d'une malformation dans le cerveau, d'une tumeur dans le foie, etc. Donc en s'intéressant un petit peu plus à l'oncologie, en fait la radiologie interventionnelle elle apparaît tout au long du parcours patient en oncologie. C'est-à-dire que dès le départ, en fait, on va être là des diagnostics initiaux parce qu'on va faire beaucoup de biopsies pour les cancers et c'est des micro-biopsies, c'est-à-dire qu'on fait des tout petits trous avec des aiguilles qui font 1 ou 2 mm plutôt qu'il y a quelques années, ouvrir chirurgicalement, prendre un peu de cancer, souvent en mettre un petit peu partout. Donc on apparaît dès le départ et ensuite on peut offrir des traitements curatifs où vraiment on va avoir une valeur quasiment équivalente au chirurgien. Un peu plus tard des traitements palliatifs qui permettent de ralentir la maladie et on peut aussi aider les patients qui ont des douleurs chroniques dues au cancer ou aux complications du cancer. Donc je vais m'attarder un petit peu plus là-dessus. Donc le diagnostic initial c'est les biopsies. Donc en fait, on va utiliser différents types d'imagerie, comme je disais. On peut utiliser le scanner, on peut utiliser l'échographie, ça on choisit en fonction de l'organe. Et on peut aller un petit peu tout partout. On peut aller dans l'os, on peut aller au niveau... donc l'os, on a au niveau du bassin en bas à gauche. On peut faire le foie, le rein, les poumons. On fait ça avec le scanner. Et les complications sont très rares. Pour le poumon, à la rigueur, on peut avoir quelques pneumothorax, donc le poumon qui se décolle. Mais on peut faire ça sous anesthésie locale, en ambulatoire, avec très très peu de risques. Donc ça, c'est un petit peu la base. Et donc après, on envoie à l'anapathe, et en général, on fait des carottes qui permettent quand même de faire un bon diagnostic histologique et de faire de l'immunohistochimie, etc. sur les prélèvements. Ensuite, sur les traitements curatifs, c'est les traitements ablatifs. Donc en fait, on va pouvoir traiter certains cancers sur les organes de l'abdomen. Donc les classiques, c'est le foie, le rein, le poumon. On peut aussi traiter des métastases qui sont au niveau de l'os, au niveau des parties molles, comme je disais, les tumeurs desmoïdes. On peut même aussi traiter les tumeurs bénignes, certaines malformations vasculaires un peu profondes, et même pour d'autres choses, l'endométriose qui s'attarde un peu sur les cicatrices de césarienne, etc. On peut faire des traitements. Donc les indications, il faut que la maladie soit contrôlée, oligométastatique, c'est-à-dire que le traitement, même s'il y a des études qui montrent qu'on peut faire jusqu'à 10 métastases pulmonaires, il faut rester cohérent et en général, il faut au moins que le patient soit stable sous chimiothérapie. Ou parfois même, on voit qu'il y a une métastase qui est en train de muter alors que les autres sont traitées par la chimiothérapie. On peut traiter uniquement celle qui est mutée, ce qui permet de ralentir l'évolution de la maladie.
Donc comment ça se passe? On a plusieurs outils. Donc il y a la radiofréquence, qui est la petite aiguille en parapluie en haut, qui envoie un courant électrique et qui permet de brûler la tumeur autour de ce petit parapluie. Juste en dessous, c'est le micro-ondes, donc c'est une aiguille qui va envoyer des ondes comme le micro-ondes qu'il y a à la cuisine. Et on a aussi une technique qui existe, mais pas partout, c'est la cryothérapie, où là, c'est une aiguille où du gaz va passer à l'intérieur et ça va faire un glaçon. Donc nous, par exemple, à Nouméa, on a la radiofréquence et le micro-ondes. La cryothérapie, on n'a pas encore. La cryothérapie, ça a une petite difficulté, c'est que la meilleure technique, entre guillemets, elle utilise le gaz argon, donc ça veut dire qu'il faut transporter de l'argon jusque dans les îles, adapter les salles, etc. Donc c'est pas forcément simple, mais je sais, j'ai appris que ça existait en Martinique, je crois que c'est arrivé à La Réunion, mais ça fait partie de la plus grande évolution. Donc, comme je vous ai dit, là on va par exemple traiter des maladies contrôlées oligométastatiques, donc je vais vous montrer un petit peu des vidéos, là c'est au niveau du foie, donc c'est des échographies du foie. Donc sur la première vidéo, on voit, il y a une petite tache noire, là, et on met l'aiguille à travers la tache noire, donc en fait ça c'est la métastase. On met l'aiguille en plein centre. Donc ça, c'est du micro-ondes. Le principe du micro-ondes, c'est de chauffer très fort et en fait, on va vaporiser la tumeur, c'est-à-dire qu'on va l'assécher complètement et faire tuer les cellules. Et ça va donner... En fait, on voit apparaître là plein de petites bulles. Donc tout ce qui est blanc, c'est des petites bulles qui apparaissent parce qu'on a vaporisé, on fait sortir l'eau qui vient de la vapeur dans le corps. Et donc ça, c'est des traitements qui fonctionnent très bien. L'ablation en soi, ça va durer 2 minutes. On fait ça en général sous anesthésie générale parce que ça chauffe quand même à 100 degrés, donc ça peut faire quand même mal au patient. Mais juste pendant l'intervention, et après, quand il se réveille, il peut sortir le soir ou le lendemain en fonction d'où il habite. Et quand on fait la surveillance, donc on fait des IRM, et en fait, on voit que la tumeur reste à l'intérieur, mais elle est complètement nécrosée. Donc en fait elle n'existe plus et au fur et à mesure le corps va la faire disparaître et on la suit par IRM pour vérifier qu'il n'y ait pas de reliquat et si par exemple il resterait un petit morceau sur le bord, et rien ne nous empêche de retourner, de refaire une nouvelle ablation, etc. Même si jamais il devait avoir une chirurgie derrière, ça n'empêche pas la chirurgie secondairement. Et donc on peut même le faire pendant que le chirurgien opère. Et là c'est ce qu'on a pu faire à Nouméa, donc c'est mon collègue chirurgien de l'hôpital. C'est un patient qui avait un cancer du côlon et des métastases hépatiques. Et en fait, parfois, les métastases sont tellement petites ou les patients peuvent être un petit peu gros, ce qui fait que l'échographie ne permet pas de bien voir les métastases. Donc en fait, on fait l'échographie. Là, ce qu'on voit, c'est une échographie qu'on met directement sur le foie. On se passe de toute la paroi abdominale, donc on gagne vraiment en qualité d'image. Et on voit beaucoup mieux les tumeurs et on met l'aiguille de micro-ondes qui est là, et ce qui nous permet de faire de l'ablation directement. Et ça a été prouvé, on voit beaucoup plus de métastases. On est très efficace et le patient a une seule intervention, on a traité tout le cancer et les métastases. D'autres organes qu'on peut faire, c'est par exemple le rein. La difficulté qu'on va avoir en radiologie interventionnelle, là où les chirurgiens n'ont pas de difficulté, où eux, il leur suffit de séparer, on va dire, à la main les organes. Nous, c'est qu'on va se retrouver avec tous les organes collés comme habituellement on a en ce moment. Et si on brûle à 100 degrés, c'est bien de brûler une tumeur à 100 degrés, mais c'est pas bien de brûler un côlon à 100 degrés parce que ça fait des gros trous et des péritonétes. Donc en fait, on va faire des petites techniques, on va mettre des aiguilles, on met de l'eau entre le rein et le côlon, on va pouvoir refroidir, mettre de l'eau glacée, on peut même mettre des thermomètres. Et comme ça, on vérifie qu'on traite uniquement la tumeur et qu'on sauvegarde les organes adjacents. Et en fait, ça c'est une radiofréquence, donc on voit le petit parapluie qui s'est ouvert dans la tumeur. Là, c'est le suivi, donc ça c'était la petite tumeur qui était là, et quand on suit à l'IRM, on voit qu'elle est toute noire, donc ça veut dire qu'elle est morte, qu'il n'y a plus de cellules vivantes à l'intérieur. On voit même toute la zone d'ablation où on voit que ça a brûlé jusque dans la graisse autour du rein, donc on sait que notre zone d'ablation elle est là. Et en fait, l'intérêt c'est qu'on voit que tout le rein à côté, il est sain et il fonctionne normalement. Là où le chirurgien aurait fait une néphrectomie partielle, voire même une néphrectomie totale, nous on lui a laissé un rein complètement sain et on n'a pas du tout dégradé la fonction rénale. Et donc quelque chose qui se fait aussi souvent sur le rein, c'est la cryothérapie. Ce qui permet, le gros intérêt de la cryothérapie, c'est qu'en fait on peut mettre plusieurs aiguilles et les aiguilles vont fusionner, le glaçon va fusionner, on peut faire des tumeurs très très grosses. Donc on va très bien au scanner, en fait ça fait une zone beaucoup plus foncée autour des aiguilles et ça c'est la limite du glaçon à l'intérieur du corps. Et certains centres font même ça sous IRM. Ce qui permet l'intérieur de l'IRM, c'est qu'on fait ça quasiment en temps réel. Donc on voit, c'est un peu comme un joystick, on a la main sur l'aiguille, le patient dans l'IRM,
on peut bouger en haut, en bas, etc. Et on suit en fait les mouvements de respiration du corps, parce que dès qu'un patient respire, le diaphragme monte et descend, et les organes à l'intérieur bougent aussi, donc ce qui rend le ciblage plus difficile. Et dès qu'on fait un glaçon, on voit la grosse boule noire. Donc ça, nous, on espère l'avoir un jour en Nouvelle-Calédonie. Donc comme je vous disais, le gros intérêt des ablations comme ça, c'est qu'on ne va pas avoir d'impact important sur la fonction rénale. Et ça, autant ça peut ne pas être très important chez un patient qui a 2 reins fonctionnels, etc. Mais il y a des gens qui vont avoir un seul rein fonctionnel. Il y a des gens qui ont des maladies syndromiques, des phospholipidémies d'eau, où ils vont faire plein de tumeurs au cours de leur vie. Donc en fait, si à chaque fois on fait une néphrectomie partielle, au bout de 4 interventions, il n'y a plus de rein du tout. Si on fait une ablation, en fait, on va pouvoir en faire beaucoup plus. Et maintenir la fonction rénale et éviter la dialyse. Et même si aujourd'hui, on garde un peu en tête que les chirurgiens vont un peu garder les interventions, etc., il y a quand même des très bons articles qui existent, notamment dans le Lancet, qui a une des meilleures revues scientifiques, qui montrent qu'en fait, les traitements par radiologie interventionnelle pour les petites tumeurs sont mieux, parce que la mortalité, alors là, ils disent la mortalité toute cause est plus élevée, mais parce que pour l'instant, on traite les patients que les chirurgiens ne veulent pas, c'est-à-dire les patients âgés, avec beaucoup de comorbidité, etc., alors que finalement, on montre qu'on n'a pas de récidive supérieure aux chirurgiens, on a surtout moins de complications et moins de temps d'hospitalisation. Pour plein de raisons, la radiologie interventionnelle et les ablations de ce type sont vraiment... il faut y penser pour nos patients. Il y a des choses qui sont encore en train d'évoluer, c'est-à-dire que vous savez tous qu'on fait de l'immunothérapie maintenant pour le cancer et que ça marche de plus en plus, c'est vraiment le futur du traitement oncologique. Et on s'est rendu compte qu'en fait, de faire des traitements percutanés, ça permet de stimuler la réaction du corps et de mieux faire agir l'immunothérapie. En fait, ça va fonctionner comme un vaccin. Le fait de faire une ablation percutanée, de faire par exemple une cryothérapie, en fait, on laisse des cellules mortes à l'intérieur du corps et ça va stimuler l'immunothérapie et donc ça va permettre de mieux traiter les autres lésions qu'on n'a pas traitées. Donc ça, c'est vraiment le futur. Ça n'existe pas encore forcément de manière habituelle dans les centres, mais ça va certainement arriver et c'est quelque chose d'assez simple à mettre en place parce que soit c'est des traitements de radiofréquence de cryo qu'on fait déjà aujourd'hui, soit c'est parfois d'injecter directement dans une des métastases l'immunothérapie. Donc c'est quelque chose qui sera techniquement possible partout, même dans les îles. Dans les traitements palliatifs, donc ceux où on a plutôt tendance à vouloir ralentir l'évolution de la tumeur, où on sait qu'il y a quand même un fort risque de récidive ou de reliquat, on a par exemple la chimioembolisation hépatique, c'est-à-dire tous les patients qui sont cirrhotiques vont avoir une tendance à développer des tumeurs du foie. Et en fait, plutôt que de mettre une chimiothérapie intraveineuse, où le patient il va avoir tous les effets secondaires de la chimiothérapie, on va mettre un maximum de doses dans l'artère qui va uniquement à la tumeur. Donc en fait, on va utiliser des petits cathéters, des petites tuyaux en plastique, remonter la horse, aller dans l'artère hépatique, et là on envoie une forte dose de chimiothérapie. En fait, le patient aura quasiment 0 effet secondaire de la chimiothérapie, parce que finalement, en dose totale, c'est pas si énorme, mais la tumeur aura pris beaucoup plus de doses. Et là, par exemple, c'est un exemple, c'est une image d'angiographie, on voit l'artère hépatique, et là on voit une grosse boule qui apparaît toute noire, donc c'est le produit de contraste qui stagne dans la tumeur. Et en fait, on sait que les tumeurs hépatiques, dans le cadre des cirrhoses, vont aspirer un petit peu tout le sang de l'artère. Donc si on met de la chimiothérapie, ça va aspirer toute la chimiothérapie. Et donc là, c'est le scanner classique qui a fait le diagnostic de la tumeur. Donc on voit qu'elle prend le contraste, qu'elle se rehausse. Et ça, en fait, tout ce qui est blanc là, c'est la chimiothérapie mélangée à un autre produit. Donc on voit que la tumeur, elle a aspiré vraiment toute la chimiothérapie. On peut espérer un très bon traitement de la tumeur. D'autres choses qui existent, mais ça c'est pareil, on ne l'a pas encore à Nouméa et je ne suis pas sûre que ça existe encore dans les dom-toms, c'est la radioembolisation hépatique. En fait, ça va s'apparenter à la curithérapie, c'est-à-dire qu'on va envoyer des billes, pareil, dans l'artère de la tumeur, dans l'artère hépatique, pour l'instant c'est beaucoup dans le foie, mais en fait les billes vont être chargées. On va mettre cette vitrium et en fait ça va diffuser, ça va faire une radiothérapie interne, ça va à l'intérieur de la tumeur et ça irradie la tumeur autour avec... dans les quelques millimètres autour. Donc l'intérêt aussi, c'est de sauvegarder les organes adjacents, même le parenchyme à côté. C'est-à-dire que dans le foie, on ne va pas irradier tout le foie, on va irradier que la tumeur à quelques millimètres autour, donc ce qui permet de faire des marges, mais en même temps de sauvegarder un foie qui souvent souffre déjà. C'est un foie cirrhotique, donc qui n'a pas beaucoup de force, on va dire. Donc ça, c'est un nouveau traitement qui fonctionne bien, qui peut même fonctionner dans des moments où la chimiothérapie est contre-indiquée. Donc c'est encore une possibilité, et c'est vrai que ça, c'est un traitement dont on pense
Pas forcément, et ou même nos patients, on pourrait les évassailler pour ça, parce qu'on peut avoir vraiment des très très bonnes réponses et avoir vraiment un bon gain sur la survie. Et en fait, le seul problème, entre guillemets, c'est qu'il faut, c'est un traitement fait conjointement avec le médecin nucléariste, donc il faut de la médecine nucléaire sur le territoire, et c'est eux qui viennent, qui apportent le produit radioactif pendant l'intervention, et donc on travaille à quatre mains, en fait. Donc la radio interventionnelle, c'est aussi très intéressant pour le traitement des douleurs. En général, c'est encore une fois quand c'est des maladies trop avancées et il n'y a pas de solution chirurgicale, qu'on a atteint un petit peu toutes les possibilités de traitement médical. C'est souvent des patients qui sont déjà sous morphinique, voire plus, et qui ont pas forcément une très bonne efficacité des morphiniques, mais qui ont en plus les effets secondaires des morphiniques. Donc on va pouvoir leur apporter certains traitements. Un des classiques, c'est la neurolyse, c'est-à-dire que le nerf qui transmet le signal de la douleur, on va le brûler. Donc il y a différentes façons de brûler. Un truc très simple qu'on peut avoir partout, c'est de l'alcool pur, et en fait l'alcool pur va brûler les nerfs. Et donc ce qui est le plus connu, c'est l'alcoolisation cœliaque, c'est dans les cancers du pancréas. Donc je pense que vous savez tous que les cancers du pancréas, ça finit par envahir un petit peu tout le ventre, et les douleurs sont très très intenses chez les patients. En fait, le pancréas est juste devant et là il y a l'aorte, et il y a tous les ganglions sympathiques qui vont transmettre le signal de la douleur. Et donc le but pour nous, c'est de mettre de l'alcool là et de casser le circuit de la douleur, ce qui permet d'avoir une efficacité immédiate. Alors c'est vraiment un traitement purement antalgique. Donc là on place les aiguilles sous scanner, on met un petit peu de produit. On sait, alors on ne les voit pas au scanner, mais on a les données anatomiques et on sait qu'ils sont toujours derrière l'aorte, les deux plexus splanchniques. En fait, on vérifie qu'on est juste dans le gras et autour des nerfs, et on va mettre quelques millilitres d'alcool à cet endroit qui vont brûler les nerfs. Et du coup, l'efficacité, elle se fait en 5 minutes, et ça dure plusieurs mois. Donc en général, quand on est dans un traitement palliatif de cancer du pancréas, ça permet quand même de soulager les douleurs jusqu'à la fin de vie. C'est très efficace. Ça a même un autre effet, c'est que c'est des personnes qui sont en général sous morphinique, qui ont des problèmes de constipation à cause de la morphine. Et en fait, l'effet d'avoir supprimé le système sympathique, ça donne en fait des diarrhées. Donc on arrive à un équilibre. Donc même pour les patients, on apporte un deuxième effet positif. En général, ça permet de diminuer largement les morphiniques, surtout si les morphiniques étaient mis uniquement pour la douleur abdominale. Donc ça peut se faire absolument partout. Il suffit d'aiguilles, de toutes petites aiguilles et d'alcool, et c'est terminé. D'autres choses, c'est sur les douleurs osseuses. Donc ça peut marcher pour les fractures ostéoporotiques, mais ça marche aussi très bien pour les fractures qui sont liées aux métastases osseuses. En fait, le problème de la métastase, c'est qu'elle crée des douleurs à cause de différents facteurs, c'est-à-dire qu'en général, ça va faire un trou dans la vertèbre, donc ça va fragiliser l'os autour, qui va faire des toutes petites fractures à l'intérieur, voire ça peut faire une fracture complète et affaisser complètement la vertèbre. Quand c'est en plus dû à une métastase, la vertèbre, elle peut comprimer la moelle secondairement, donc il peut avoir, si la fracture augmente, ça peut créer une compression médulaire, donc rendre des patients paraplégiques. Et il y a un effet, on va dire un peu inflammatoire de la tumeur qui participe à la douleur liée aux métastases osseuses. Donc en fait, ce qu'on peut proposer aux patients, c'est la cimentoplastie ou vertébroplastie. Cimentoplastie, ça veut juste dire qu'on va mettre du ciment dans l'os. Vertébroplastie, ça veut dire qu'on va le mettre dans la vertèbre. Donc en fait, le ciment, on l'injecte de manière liquide, et en 20 minutes, il devient très solide comme une pierre. Mais par contre, c'est pas collant. Donc ça va très bien résister aux forces de compression, comme on peut voir là. C'est-à-dire que ça ne va pas du tout s'effriter, ça devient vraiment un caillou. Donc ça marche très bien pour les os où c'est uniquement des forces de compression qui sont sur les vertèbres, par exemple. Donc on va faire ça sur les vertèbres. Et le principe, c'est qu'on va mettre une aiguille creuse à l'intérieur de la vertèbre cassée. On injecte le ciment qu'on a mélangé sur la table en direct. En fait, en 20 minutes, il passe de liquide à solide. Et en fait, la fracture est consolidée. Ce qui fait mal dans une fracture, c'est en fait, comme quand on se casse le bras, c'est que le foyer de fracture, l'os va frotter l'un contre l'autre dès qu'on va bouger. Et ça va faire mal. Et autant sur un bras, on va mettre un bras cassé, on met un plâtre, on stabilise la fracture. Pour les vertèbres, les corsets, en vrai, ça ne marche pas très très bien parce qu'il y a forcément un minimum de mouvement qui se met sur la vertèbre. Donc en fait, c'est comme si on créait un plâtre à l'intérieur de la vertèbre, et l'efficacité, elle est quasiment immédiate aussi. En général, les patients, le soir même, ils se lèvent et ils sont soulagés. Et par contre, on sait que le ciment, sur d'autres parties du corps, sur d'autres os, ça va moins bien fonctionner.
sur les forces de cisaillement, de rotation, de torsion, donc c'est-à-dire ce qui n'est pas une vertèbre, en général les os des membres, qui peuvent quand même être atteints par les métastases. On s'est rendu compte que ça marchait pas très bien. En tout cas, ça peut aider sur la douleur, mais ça ne protège pas de la fracture. Par exemple, là, on voit qu'il y a tout un trou, donc c'est de la métastase, qui a déjà fragilisé l'os du bassin. Ça s'est cassé à cet endroit. Et on peut essayer de mettre du ciment, mais en fait, on voit que le ciment tout seul n'est pas assez solide pour résister aux forces qui s'exercent sur le bassin. Donc on a vu que la fracture, elle a augmenté malgré le traitement par cimentoplastie. Donc tout ça, ce qui est très très blanc, c'est du ciment. Donc finalement, on a voulu travailler comme les chirurgiens. En général, c'est quand les chirurgiens ne veulent pas y aller, et on va essayer d'ouvrir le moins possible. Donc en fait, on va mettre des vis. Et pareil, ça, les vis, on peut les faire, on fait des trous à peine plus gros que d'habitude, ça nécessite un point de suture. Et ça permet de beaucoup mieux stabiliser les fractures. Là, on voit que sur ce sacrum, là, c'est des fractures. C'est des fractures qui peuvent exister dans les cancers, mais aussi dans l'ostéoporose. En fait, on stabilise la fracture en mettant des vis. En général, on rajoute un petit peu de ciment. Comme ça, on fait un peu du béton armé dans l'os du patient. Et là, c'est pareil. Par exemple, on voit qu'ici, il y a un trou, c'est une métastase. Une métastase, tout l'os du bassin, tout ça, c'est un trou, c'est une métastase. Et autant les chirurgiens peuvent facilement faire des prothèses de hanche, sauf qu'en fait, pour faire une bonne prothèse de hanche, il faut qu'il y ait un bon support osseux au niveau du bassin. Il faut qu'ils puissent ancrer des vis dans un os qui est solide. Et là, clairement, c'est pas possible. Donc les chirurgiens, ils sont coincés, ils n'ont rien à faire. Donc là, c'est là où le radiologue interventionnel a toute sa valeur. Il peut faire un petit peu de tout, mettre du ciment, mettre des vis. Il peut en mettre plusieurs, comme ça, il limite toutes les rotations, toutes les forces. Et comme ça limite les fractures et ça diminue largement les douleurs. Et donc on est là aussi pour traiter parfois les complications du cancer, parce que malheureusement, parfois le cancer, ça saigne, ça fait d'autres complications. Même après une chirurgie curatrice où le chirurgien opère, l'hélicolectomie, etc., il peut avoir des abcès, ce genre de choses. Donc en radiologie interventionnelle, on peut drainer les abcès post-opératoires, mais surtout ça peut saigner. Et un patient qui saigne, qui a une tumeur qui envahit plein d'organes autour, le chirurgien ne voudra jamais y aller pour enlever la tumeur parce qu'il sait qu'il ne sera pas efficace, il va laisser la tumeur, il va recréer du saignement. Donc c'est là où le radiologue interventionnel il est utile et il permet de soulager le patient qui ne meurt pas en crachant du sang, en vomissant du sang, etc. Donc le radiologue interventionnel il va intervenir, notamment, on intervient souvent pour les hémoptysies. Donc l'hémoptysie c'est quand on crache du sang. Une des principales causes, c'est en fait que le cancer va envahir les artères pulmonaires, les artères bronchiques, et au moment où on fait le traitement et que le traitement nécrose la tumeur, ça va majorer le saignement, et en fait ça va laisser une artère qui est fragilisée au contact. Et donc on sait que les gens qui ont des cancers soit pas traités, soit traités, vont avoir une forte tendance à saigner. Et donc là c'est un scanner où on va pouvoir voir, ça c'est donc l'aorte. Et on voit des petites artères qui sortent de l'aorte, ça c'est les artères bronchiques. Donc c'est les artères qui vont vasculariser le poumon. Donc ça va être nos cibles pour l'embolisation. Là on voit qu'il y a un peu tout plein de cris, un envahissement autour du poumon. Ça c'est le cancer qui est à droite. Et on peut deviner qu'en fait à l'intérieur des bronches, là il y a plein de sang, il y a plein de crachats de sang. Le poumon, il y a des signes d'hémorragie qui ne sont pas très clairs là. Mais donc on a une cible et on peut aller le traiter parce que finalement il y a assez peu de traitements qui marchent. Parfois il y a le traitement médical, on peut mettre des traitements qui vont serrer les artères, il y a le traitement par fibroscopie mais ça ne marche pas très bien. Donc le meilleur traitement c'est l'embolisation. Et donc ce qu'on fait, on met notre petit cathéter dans l'aorte, on a l'artère bronchique et là on voit tout ce qui est noir, tout ce qui prend le contraste. En fait c'est la tumeur qu'on a vue qui est autour du île et on envoie des petites billes et les petites billes vont du coup tuer la tumeur, aller très très loin et nécroser la tumeur et stopper le saignement des artères. Pareil, un autre exemple assez classique, c'est les patientes qui ont des cancers du col de l'utérus. Si ce n'est pas opérable, elles peuvent avoir des grosses métrorragies, donc saigner beaucoup par le bas. Pareil, avant ou après traitement. Et parfois, ça peut, vu que ça va éroder un peu les artères utérines, ça peut être des saignements très très importants, voire même mener au décès. Et là, c'est pareil, il n'y a pas grand chose à faire. Le chirurgien, en général, quand la tumeur elle envahit tout le reste du bassin, il n'y a rien à faire, mais c'est quand même dommage aujourd'hui de mourir de saignement comme ça. Donc, on va faire un traitement, pareil, par embolisation. Donc, on va naviguer dans les artères utérines. On voit un petit peu là, à droite et à gauche, une grosse boule en fait, où toutes les artères vont dedans. C'est la tumeur qu'on peut deviner ici sur l'IRM.
pareil, on envoie des petites billes et la patiente va arrêter de saigner. Voilà. Merci.